Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Et j'étais sur le point d'introduire notre quatrième invité, Marius Barra. Bonsoir. Bonsoir, Robert. Vous êtes un homme que les chefs d'entreprise vont particulièrement courtiser dans les prochaines semaines, les années à venir, puisque vous êtes le directeur des crédits et des risques à la toute nouvelle banque camerounaise des PME. Oui, justement, on m'a fait l'honneur de me confier cette tâche-là à la fin du processus de l'équipe projet. Et depuis le début, le lancement des opérations, le 20 juillet dernier, j'ai été nommé à cette fonction-là. Et c'est un honneur de servir mon pays à ce poste clé qui aide, comme vous l'avez si bien dit, 9 entreprises sur 10 dans ce pays que constitue le tissu entrepreneurial de PME. Les chefs d'entreprise ont le sourire. C'est la une des scènes de presse. La nouvelle donne dans le secteur des PME au Cameroun avec l'ouverture il y a 3 semaines de la bien nommée Banque camerounaise des PME. C'était précisément le 20 juillet dernier. La banque ouvrait ses guichets de Yaoundé. Et depuis une semaine, l'agence de Douala est ouverte. La BCPME devient donc la 14e banque du Cameroun, sauf qu'elle est exclusivement orientée vers la PME et l'artisanat. Marius Ba, qui est resté des nôtres depuis le début de cette émission, va donc pour ainsi dire entrer en scène. Je commence par vous poser une question simple, si elle ne relève pas du secret bancaire. Combien de comptes ouverts depuis 3 semaines? Donc ça ne relève pas du secret bancaire, mais ce sont des chiffres que nous ne communiquerons pas sur un plateau télé. Sachez simplement qu'en en 3 semaines d'exploitation, on a dépassé plusieurs centaines de comptes à Yaoundé et à Douala. Et nous pensons qu'avant la fin de ce mois, nous traverserons le premier millier et qu'avant la fin de l'année, nous serons à plusieurs milliers de comptes. Parce que n'oubliez pas, dans notre pays, il y a 104 000 PME formelles, dont le marché, le potentiel est énorme. Et nous pensons pouvoir grappiller un certain nombre de ces PME, celles qui sont déjà dans les établissements de microfinance, celles qui sont dans les banques commerciales et celles qui sont encore dans l'informel. Parce que l'un des rôles de cette banque, c'est de sortir aussi ces PME qui sont dans l'informel pour les remettre dans le secteur formel. Nous en reparlerons certainement dans la suite du débat. Quand on dit, lorsqu'on lit sur vos dépliants que vous êtes appelé à faire toutes les opérations de banque, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Disons que c'est une banque classique dans le sens normal, puisque c'est une banque comme les 13 autres banques dont vous avez parlé, qui a le même agrément que les 13 autres banques commerciales, c'est-à-dire que c'est la COBAC, l'instance supranationale, qui lui a donné cet agrément qui lui permet de faire le métier de la banque. Donc c'est une banque qui est en quelque sorte 2 en 1. Nous avons la partie banque classique, c'est-à-dire toutes les opérations que vous connaissez, les découvertes, les transferts, les virements, les encaissements, chèques et effets. Mais aussi, nous avons mis une emphase très particulière sur la petite et moyenne entreprise. C'est ça qui fait la différence en mettant sur pied des produits vraiment spécifiques que nous avons appelés les produits structurés. Parce que vous savez que dans notre pays, l'un des grands problèmes de cette PME, c'est d'abord leur structuration, on y reviendra, mais aussi leur financement. Donc pour le financement et pour la structuration, nous avons inventé en quelque sorte un certain type de produits qui nous permettent de circonscrire le sempiternel problème des garanties. Parce que vous savez, les PME ont ce problème-là de garantie. Et ces produits-là sont des produits prêts à porter, qui permettent, à partir d'un formulaire d'approbation, de savoir exactement si une PME est éligible ou pas. Mais je voulais surtout revenir sur la nature même de la banque pour remettre un peu les choses à plat. Vous savez, cette banque n'a de public, encore une fois, que son capital, son tour de table. Parce que ce soit la gouvernance institutionnelle, la gouvernance fonctionnelle, tout est quasiment du secteur privé. Je prends quelques exemples. La gouvernance institutionnelle, c'est-à-dire les organes sociaux. Vous avez à l'intérieur de ces organes sociaux, bien que l'État soit actionnaire unique et majoritaire, donc, il y a 2 personnes qui représentent la société civile, dont un qui représente un organisme professionnel dédié au PME. Vous avez au niveau même du PCA, du DG et du DGA, les gens qui viennent du privé, dont le DGA qui a une trentaine d'années d'expérience dans le secteur privé, le PCA qui vient lui aussi de ce qui est en quelque sorte une institution panafricaine, la BAD. Mais surtout, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'à l'intérieur des 60 personnes qui sont dans l'effectif de la banque, vous avez 58 qui viennent du privé. Donc 2 seulement qui viennent du public. Donc encore une fois, cette banque n'a de public que son capital. Et la gouvernance institutionnelle, celle qui est basée sur les textes qui régissent la banque, elle est quasiment presque privée. Mais surtout la gouvernance fonctionnelle, celle qui est basée sur les expertises métiers, c'est-à-dire ceux qui sont dans les fonctions métiers, l'exploitation, les opérations, le réseau. Vous avez anticipé sur une question que j'allais vous poser sur des mauvais souvenirs qui hantent les Camerounais. On a lancé, on a connu par le passé la BCD, le FOGAP, le Crédit Agricole et autres. Évidemment, certains ne manquent pas de rappeler ces mauvais souvenirs.
en rappelant que c'est dans le même enthousiasme général qu'on a souvent accueilli ces établissements bancaires et puis à la fin, la montée a accouché d'une souris. Non, disons qu'il faut un peu replacer les choses dans le contexte. Les organismes que vous citez là, que ce soit le FOGAP, le CAME, le FONADER, le Crédit Agricole, ce sont des organismes pour la plupart qui n'étaient pas bancaires, parce que le CAME, c'est le centre d'assistance aux PME, c'est un peu l'équivalent de l'agence de fonction des PME aujourd'hui. Le FOGAP, comme son nom l'indique, c'est un fonds de garantie des PME, donc ce n'était pas une banque. Et surtout, il y a quelque chose, une inflexion qui a eu lieu en 1990, c'est l'arrivée de la COBAC, qui est l'instance supranationale. La banque est avec l'assurance les seuls domaines économiques dans notre pays qui sont régis par d'autres organismes que l'État lui-même. Et c'est ça qui fait que ces domaines-là sont extrêmement surveillés. Pour exemple, je vous cite deux chiffres. Entre 1980, le début de la crise, et 1990, la naissance de la COBAC, vous avez une dizaine de banques qui ont fermé dans notre pays. Depuis 1990, c'est-à-dire 25 ans, 2 faillites seulement. Et encore qu'une n'est même pas une faillite, puisque la Banque Atlantique a repris les actifs d'Amity Bank. Donc vous comprenez que ce gendarme-là a mis en place une série de ratios prudentiels que nous sommes obligés de respecter, que nous allons respecter. Mais également, nous sommes assujettis à d'autres ratios qui vont même au-delà de la COBAC. Vous avez le comité de Bâle 1, le comité de Bâle 2, le comité de Bâle 3, qui a mis en place un certain nombre de ratios, que ce soit le ratio Cook, le ratio McDonald's pour ceux qui sont dans le domaine de la finance. Ce sont des ratios que nous sommes obligés de suivre. Or, ces organismes-là avant n'étaient pas obligés de suivre. Et surtout, encore une fois, la gouvernance de ces banques-là est quasiment privée parce que pratiquement personne ne vient du secteur public dans ces banques-là pour ce qui est des fonctions métiers. Et ça, c'est très important. Ce qui n'est pas le cas des organismes que vous avez cités il y a quelques minutes. Alors, je ne voudrais pas convoquer avec vous un concept cher au docteur Viviane Ndouabiwole, l'isomorphisme institutionnel. Pour dire qu'à un moment, une institution finit par prendre la coloration de l'environnement. Pour dire que même si vous venez tous du privé, alors vous allez vous mouler dans cet environnement. Mais on vous fait confiance sur votre capacité à gérer cette banque selon les codes du privé. Permettez à Ferdinand Nanapayan, chef d'entreprise, de réagir d'abord, comme tous les chefs d'entreprise. Pour vous, ça a été une bonne nouvelle que cette promesse du chef de l'État, faite en 2011, au commissariat de Passoire de Bolivar, 4 ans après, devient réalité. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Il ne faut pas seulement qu'on mette la pression sur cette banque, parce qu'elle ne va pas faire des miracles. Je veux dire que, comme l'a dit M. Barra, elle aura les mêmes procédures que les autres banques. C'est-à-dire que pour vous accorder un crédit, elle ne va pas inventer les procédures. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que c'est son positionnement, c'est clair. C'est-à-dire que si vous regardez les autres banques, et que vous leur demandez à qui vous vous adressez, si vous partez d'un bureau à un autre, les réponses ne seront pas les mêmes. Les Anglais disent if you don't know what you stand for, then you stand for nothing. La plupart des entreprises, y compris surtout sur le secteur dans le secteur financier, ont un problème de positionnement. Aujourd'hui, on a une banque qui s'adresse, peut-être pas exclusivement, mais elle s'adresse principalement aux PME. Mais mon problème, c'est que nous n'avons pas une approche systémique. Il est important qu'on sache que ce n'est pas parce que la banque a financé un projet que le projet va marcher, au-delà de peut-être qu'on l'évoquera, de la capacité. Mais surtout, c'est que, Aimé Robert, c'est que, j'insiste dessus, si vous permettez, en 15 secondes, ce n'est pas parce qu'on a prêté de l'argent à une entreprise qu'elle va réussir. Si vous prêtez de l'argent à une entreprise pour qu'elle achète 2 bus pour aller à Bafoussam, dès le premier voyage, elle va se retrouver avec un bus qui a éclaté parce que sur la route qui mène à l'ouest, il y a des trous partout. Est-ce que vous pensez que le directeur du crédit et des risques, à qui vous viendrez, que 2 personnes viendraient voir, un qui fait un commerce sur Obala et un autre qui fait un peu plus loin parce que la route n'est pas bonne, il est évident qu'il va tenir compte de ça. Donc il est important qu'on ne se limite pas seulement au fait que la banque va financer des projets, mais qu'on regarde est-ce que l'environnement permet que l'entreprise à qui on prête de l'argent va... On va y revenir, on va revenir sur l'environnement des affaires au Cameroun. Permettez qu'on fasse d'abord le tour de table sur l'ouverture de ces banques qui était très attendue. Monsieur Bobiokono, dans votre posture de chef d'entreprise, je pense que vous irez ouvrir un compte là-bas aussi? Forcément. Je crois que c'est une bonne nouvelle d'apprendre qu'il y a une banque de PME qui a ouvert, parce que nous pensons qu'elle pourrait avoir à cœur les problématiques, comment je dis ça, centrées sur la PME. Vous savez,
compte tenu de la taille des PME, elle n'a pas d'abord un des mêmes moyens que les grandes entreprises. Elle n'a pas de personnel comme les grandes entreprises et tout. Et donc, elle a souvent des problèmes. Souvent, même le personnel, ce sont des start-up. Le personnel n'est pas souvent outillé pour manager, ainsi de suite. Nous pensons qu'avec la banque des PME, mais pas seulement celle-là, parce qu'il y a d'autres structures qui ont été créées avant, la situation va s'améliorer. Et que la présence même de cette banque-là va forcer les établissements concurrents j'allais dire, à proposer aussi des produits qui peuvent maintenir la clientèle de PME qui se trouve à l'intérieur. Alors, Marius Barra, très tôt, on a entendu des chefs d'entreprise s'étonner du délai de 3 mois que vous donnez pour les premiers crédits. Oui, justement, c'est le même si on avait commencé à donner du crédit le 20, j'aurais dit voilà, il faut exactement comme les autres. Est-ce qu'un homme économique plus rationnel peut donner son argent en titre privé à quelqu'un qui ne connaît pas? Le délai minimal de connaissance d'un client est de 3 mois. Certains de nos concurrents, j'ose pas les citer, ont mis 6 mois, 1 an. Les 2 dernières banques qui ont ouvert, c'était 6 mois minimum, 1 an maximum. Nous, on a mis 3 mois. Pourquoi? Ça nous permet de voir comment nos clients se comportent, de recevoir des versements, d'opérer des transferts, des retraits, etc. Et surtout de commencer à se focaliser sur l'activité de ces PME, parce que ce sont les PME, c'est l'activité des PME que nous faisons. Également, ça nous permet d'avoir une connaissance beaucoup plus aiguë des clients que nous allons avoir devant nous. Et nos commerciaux sont déjà à pied d'œuvre pour descendre sur le terrain, voir déjà la localisation de ces PME, parce que la plupart de nos PME, comme vous le savez, sont dans les sacs, comme l'on dit de façon triviale. Le but, c'est que pendant ces 3 mois, ceux qui sont sérieux, qui ont des entreprises qui ont pignon sur eux et qui ont un domaine d'activité qui apporte de la richesse à notre pays, qui peut être une valeur ajoutée à l'économie de notre pays. Voilà pourquoi nous mettons 3 mois. Et je vous assure, 3 mois, c'est pas beaucoup. Parce que pendant 3 mois, il y a beaucoup d'opérations qu'une banque peut faire avec ses clients. Alors, sur l'attractivité de votre banque, pourquoi on viendrait chez vous et non pas ailleurs? Est-ce simplement en raison du taux d'intérêt qui est plus compétitif, plus attractif par rapport aux promoteurs d'entreprise? Oui, il y a au moins 2 raisons fondamentales pour lesquelles on viendrait devant les guichets de la BCPM. D'abord, le taux d'intérêt. Nous avons le taux d'intérêt le plus bas du marché. Nous sommes à 3 ou 4 points par rapport à la concurrence, c'est-à-dire les banques commerciales. Nous sommes maximum à 11%, c'est-à-dire 3 points au-dessus du TBB, le taux de base bancaire, le minimal que fixe la COBAC. Si vous prenez 8%. Qui est de 8%. Donc, si vous prenez les établissements de microfinance, on oscille entre 18 et 22%. Donc, faites un calcul simple entre prendre un crédit à 22% et venir le prendre à un maximum de 11%. Et 11% est un maximum. Ça veut dire qu'il y aura des crédits à 10, à 9 et à 8. C'est en fonction des affaires et du business que nous allons faire avec ces clients. Deuxième élément, nous avons quelque chose qui manque à ceux qui financent les PME. Déjà, aucune des 13 banques ne finance les PME au-delà de 5%. Donc nous avons pour ambition de financer au-delà de ça, puisqu'il y a 99% de PME dans ce pays. Et donc, le champ est très très vaste. Et surtout, le deuxième point que nous mettons en avant, c'est ce que nous avons appelé l'accompagnement. On y reviendra tout à l'heure, mais il faudrait peut-être expliquer tout ce que l'État a créé, une sorte de galaxie autour de cette banque. Donc, à partir de cet accompagnement-là, nous allons ajouter au financement des PME quelque chose qui manque depuis, la structuration des PME. Parce que le tout n'est pas de leur donner de l'argent, mais c'est de leur apprendre comment gérer cet argent. Parce que le crédit est appelé à être remboursé. Et c'est cette culture du remboursement que nos promoteurs de PME n'ont pas. Cet accompagnement est censé les amener à faire ce travail-là au fur et à mesure. Roger Betala, voici donc une banque, une initiative du chef de l'État qui cristallise beaucoup d'espoir. Il faudra absolument éviter que ce soit un espoir déçu. C'est une double responsabilité à la fois pour les gestionnaires de la banque, mais aussi pour les acteurs économiques. En fait, le politique a fait son travail, c'est-à-dire créer une structure qui va relancer un segment de l'économie qui est très important, parce qu'en réalité, la plupart des économies se sont développées à travers les petites et moyennes entreprises. La banque des PME a été créée, il y avait d'autres structures avant. Aujourd'hui, il y a la COBAC, qui est le gendarme de ces banques-là, qui donne plus de crédit et qui donne quand même une visibilité à la durée de vie d'une banque qui se crée. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu beaucoup de retard sur la mise en forme de cette banque des PME, parce que la COBAC voulait savoir exactement qui est qui fait quoi et comment est-ce qu'elle va fonctionner, comment les deux guichets vont se juxtaposer et fonctionner sans que ça ait des problèmes pour la banque. Il y a ce côté-là. Il y a le côté, comme vous dites, celui des PME. Bon, les petites et moyennes entreprises camerounaises sont des entreprises qui se cherchent, qui se débrouillent, qui se battent dans un environnement où l'accès au crédit est très difficile, où également ceux qui sont en charge de ces structures-là
n'ont pas toujours le know-how nécessaire pour pouvoir gérer de façon optimale une entreprise comme celle de la petite et moyenne entreprise. Donc, comme vous dites, il y a des choses à faire de deux côtés. Heureusement, l'État a mis en place l'organe chargé du redressement des petites et moyennes entreprises, mais il y a des efforts à faire de façon énorme, parce que quand on analyse l'ossature de l'économie camerounaise, les PME camerounaises sont à 70% des PME dans l'informel, parce que l'informel représente pratiquement 70% de ce qui se fait dans les transactions. Celles qui restent près de 1400 PME. Il y a des PME, c'est vrai, mais il y a d'autres qui sont là parce que, bon, comme a dit le directeur du crédit, ils sont constitués essentiellement du sac, du monsieur qui a le sac, de son bic et puis de quelques amis qu'il peut rencontrer à gauche, à droite. Alors, peut-être qu'il y aura plus de visibilité maintenant au niveau des PME parce qu'il y aura une structure qui sera chargée tout au moins de nous dire quelle PME est bancable. Ça, c'est très important. Alors, on parlera tout à l'heure de la migration du PME, des PME vers le secteur formel. Je vous propose d'abord une illustration avec une PME qui est constituée, qui est localisée et qui a un chiffre d'affaires et qui, comme les autres, cristallise beaucoup d'espoir sur l'avènement de ce nouveau dispositif mis en place par l'État. C'était un sujet de Nelly Christelle Ondoa, le zooming sur l'actu. Odja. Dans ce quartier situé à l'extrême sud de Yaoundé, une agro-industrie fait partie du décor. Une centaine de jeunes repartis dans divers ateliers y travaillent à la chaîne, du tri à l'empaquetage du produit fini, en passant par la maintenance. Les questions chaque jour au quotidien d'approvisionner tous les services, puisqu'ici il s'agit du magasin des consommables. Ici ça regroupe tout ce dont l'entreprise a besoin pour son fonctionnement au quotidien. Donc à chaque fois que nous avons besoin, nous devons faire des sorties, des entrées dans les services. Il est question pour nous de les enregistrer. Nous sommes en train de faire une installation électrique, une lampe qui sera commandée par un simple allumage. On a remarqué que deux lampes étaient commandées par un simple allumage et on les allumait au même moment. Et on perdait en énergie. Je passe toutes les journées, soit à la saisie, à réceptionner les courriers du directeur général, à travailler avec lui ces différentes conférences, réunions et tout ce qui concerne l'entreprise. L'accès à cet espace est soumis à une condition, le port d'un équipement spécial, ceci pour respecter les mesures d'hygiène et de sécurité en la matière. Dans cette PME, comme dans d'autres, l'ouverture de la BCPME, la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, est bien accueillie. Nous pensons que la Banque des PME est la bienvenue au Cameroun. Ce promoteur souhaiterait que l'accompagnement de la BCPME soit propice au foisonnement des petites et moyennes entreprises. Je souhaiterais que cette banque soit vraiment au service de la PME. Parce que si ça devient aussi une banque commerciale, nous allons tourner en rond. D'aller sur le terrain, voir exactement ceux qui sont en train de travailler et de les accompagner. Parce que c'est vers eux qu'il y a de la valeur ajoutée. De cette manière, le secteur des PME qui avait du mal à éclore a désormais des arguments à faire valoir pour contribuer valablement à la production des richesses. Alors, sur l'accompagnement des entreprises, Ferdinand Nanapan, c'est vous qui avez levé le lièvre. Certaines statistiques parlent d'au moins la moitié des entreprises qui ferment au bout d'une année. Ce qui fait qu'au bout de 3 années, on a à peine 10% d'entreprises créées, ce qui fait un taux de mortalité, pour ainsi dire, très élevé au sein des entreprises. Alors, Aimé Robert, en général, l'entreprise a 2 problèmes. En général. Ce qui est apparent, c'est quoi? C'est le problème de rentabilité ou bien le problème de trésorerie. Prenons le cas du problème de rentabilité. Je l'ai évoqué tout à l'heure, quelqu'un qui a une voiture qui doit aller, il a un marché pour livrer des produits tous les jours, il a 2 voitures, il se trouve que il y en a une qui est cassée et l'autre qui est dans le décor, il est obligé d'aller louer pour respecter son contrat, donc l'activité n'est pas rentable, parce que si au bout il n'arrive pas à faire le chiffre, il ne pourra pas rentrer dans ce fonds, ne parlons même pas
d'atteindre le break-even point, donc de pouvoir commencer même à rembourser les banques. Mais le gros problème de nos entreprises, et c'est pour ça que je ne pense pas que les gens doivent focaliser forcément sur le crédit de la banque. L'entreprise n'a pas spécialement, systématiquement besoin de la banque à un certain niveau. Le problème de trésorerie, c'est un problème que tous les dirigeants de petites entreprises rencontrent tous les jours. Il s'agit d'une PME, d'une petite entreprise, qui va livrer pour 1 million de francs un service ou un produit à une multinationale. Je n'ai pas parlé d'une autre PME, à une multinationale. Eh bien, c'est la croix et la bannière pour se faire payer. Il y a un directeur de publication ici sur le plateau, je ne sais pas s'il a le même problème, mais quand vous avez des PME ou des petites entreprises qui viennent à subventionner des multinationales, je ne vais certainement pas citer les noms ici sur votre plateau, ça pose de gros problèmes. Il n'y en a pas une, enfin il y en a certainement, mais il n'y en a pas qui payent avant 3 mois leurs factures. Moyennant quoi, qu'est-ce qui se passe, monsieur Aimé Robert Guinea? Vous êtes dirigeant d'une petite entreprise, vous allez prendre du carburant, vous payez cash. Vous payez votre électricité, dès que vous avez la facture, vous avez une date limite. Vous payez de l'eau, vous payez votre téléphone, bref, vous payez les salaires. Mais lorsque vous avez fourni un service et une facture à une entreprise qui, en principe, a des moyens, eh bien, on vous paye après 6 mois, après 1 an. Et chaque fois, on vous dit, mais attendez, il y a un problème, votre facture, vous aviez oublié tel truc. Non, non, il faut refaire la facture. Mais, Aimé Robert, si vous m'avez invité pour parler de ça, je peux vous assurer que je vais vous remercier parce que c'est le lot quotidien des entreprises. Et la banque, elle ne sait pas que ça se passe comme ça. Et du coup, vous qui étiez répertorié comme un client, un bon client, on ne comprend pas que vous ne venez plus faire de versement. Alors, il y a des solutions, peut-être qu'on en reparlera, mais il y a des propositions que j'ai vu acquiescer vivement, peut-être ajoute d'autres éléments. Bien sûr, ce que décrit Ferdinand Nanapayon, c'est la réalité, j'allais dire, du marché. Aujourd'hui, lorsque je prends, par exemple, une entreprise de presse, nous fournissons de l'information, nous sommes aussi un support, j'allais dire, d'annonces. Vous publiez les annonces aujourd'hui, il y a des annonceurs qui vous payent 90 jours après l'apparition de l'annonce, 60 jours après, 30 jours pour ceux qui sont vraiment très diligents. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir de la trésorerie ainsi. Donc vous voyez des petites entreprises qui ont de grosses créances, enfin en nombre auprès de leurs partenaires. Mais cela dit, avant d'en arriver là, il faut quand même à des moments aussi réunir le capital pour lancer. Que peut faire, j'allais dire, quelqu'un qui a une idée lumineuse d'entreprise s'il ne peut pas trouver des capitaux quelque part? Vous savez que actuellement c'est presque au niveau de la famille, des amis, ainsi de suite, qu'on parvient à grappiller 100 000 francs par là pour lancer une affaire. C'est très difficile de lancer une affaire dans ces conditions-là, parce que vous savez bien que pour lancer un projet, il faut faire un ensemble d'études, voire rassembler les capitaux, les moyens qui peuvent permettre à l'entreprise de fonctionner pendant un certain temps avant de commencer à générer des recettes. C'est aussi un défi que doit pouvoir relever la Banque camerounaise des PME. Alors, on ne dira pas que vous arrivez sur vos grands chevaux, hein, mais l'environnement est difficile. Voici un cas d'école où une entreprise qui prend un crédit chez vous, mais qui en même temps a des problèmes à se faire payer ses traites. Comment ça se passe? Ça va impacter à la fin sur l'encours, l'endettement chez vous. Je vous en ai parlé tout à l'heure de façon ciblée, mais je veux un peu revenir en détail. Parmi les produits structurés, vous avez 2 produits
qui sont censés mettre un terme à ces difficultés-là. Vous avez les avances sur facture, donc la capacité de préfinancer un marché pour une PME. Mais vous avez surtout le factoring, la facturage, c'est-à-dire venir avec des factures déjà acceptées par un client qui a un certain renom, c'est-à-dire une grande entreprise, et venir se faire payer par avance. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir une trésorerie courante et pouvoir fonctionner sans attendre le paiement. Donc, c'est la banque qui va en quelque sorte se subroger à la PME, c'est-à-dire devenir donc la créancière de la grande entreprise. Ces deux produits-là existent pour la banque camerounaise des PME. Mais je voulais également dire... La banque s'exposant aussi un tout petit peu, ce faisant. Justement, puisque la banque, il ne faut pas l'oublier, elle a une mission de service public. Le but de l'État, ce n'est pas de gagner forcément de l'argent. L'État n'est pas là pour faire, j'allais dire, du capitalisme pur. L'État a compris que son économie passe par les PME. 9 dixièmes des entreprises sont des PME. Et les PME ont un avantage sur les grandes entreprises. Elles sont toutes camerounaises pour l'essentiel. Elles investissent au Cameroun, elles recrutent les Camerounais, elles forment des Camerounais. Mais surtout, il y a des chiffres pour bien monter l'importance des PME. C'est 34% de contribution à la valeur ajoutée du PIB. C'est 15% du chiffre d'affaires global. C'est 48% des Camerounais recrutés dans ce pays, c'est-à-dire la moitié de ce que les grandes entreprises font, exactement la même chose, alors qu'elles représentent 9 dixièmes et non que 13% des financements donnés par les banques dans ce pays. Ce qu'il faudrait aussi ajouter, par exemple, pour ce que disait M. Bobiokono concernant les projets, effectivement, nous avons pour ambition de penser à ceux qui ont des startups. Il faut comprendre que le capital de la banque est un capital minimal, 10 milliards, mais l'État a plusieurs moyens de réallouer des fonds à ce capital. Il y a des programmes publics qui sont logés dans des ministères. Il est possible à terme, dans les négociations que la banque va avoir avec ces ministères, de faire en sorte qu'au moins une partie de ces fonds transite par la banque camerounaise des PME pour financer ces projets. Je pense notamment au fonds spécial des télécoms, qui est exactement le fonds qu'il faut pour les startups. Et dans notre pays, le secteur quaternel, c'est-à-dire le secteur de l'économie du savoir, celui de l'Internet, est complètement vide. On a un marketiste ici, il y a une absence totale de e-marketing dans ce pays. Or, ce fonds-là, s'il est géré en, j'allais dire en cogestion, passez-moi le pléonasme avec la banque, il pourrait aider à financer beaucoup de startups. Parce qu'au départ, il ne faut pas l'oublier, le capital que nous avons nous oblige à ne financer que le court et le moyen terme. Or, nous aurons besoin d'un capital plus élevé et des fonds plus nombreux pour financer le long terme. Parce que c'est l'investissement qui crée la richesse et c'est cette richesse-là qui apporte la croissance dont les points manquent aujourd'hui pour l'atteinte de l'émergence en 2035. Roger Betala, le ministre des petites et moyennes entreprises, Laurent Serge Toundingwa, un des porteurs de ce projet, indiquait que les opérateurs économiques doivent cesser d'être des hommes d'affaires au sens trivial du terme pour être de véritables entrepreneurs. Parce que ce que l'on observe, lorsqu'après avoir longtemps attendu une facture, on est finalement payé, on verse dans des dépenses somptuaires qui n'ont rien à voir avec le quotidien, les réalités de l'entreprise, la rigueur, la discipline que revêt notamment la gestion de l'entreprise. Effectivement, quand moi j'écoute mon collègue chef d'entreprise et M. Nana Paron, je me dis, bon, les PME, les responsables des PME sont peut-être des anges, mais en réalité, il y a un problème de manque de professionnalisme dans la plupart des propriétaires de PME. Mon expérience m'a permis d'être en contact avec ces gens pendant des décennies et des décennies. Et je me suis rendu compte que sur 10 Camerounais, en fait, si on prend 10 Camerounais propriétaires de PME, il y a à peu près 9,5 qui sont des gens qui manquent de professionnalisme. C'est-à-dire que l'entreprise est pratiquement une affaire de famille, c'est une affaire personnelle d'abord. Il en fait, c'est son affaire à lui, comme il a sa femme à la maison, comme il a ses enfants, c'est comme ça qu'il a son entreprise. Et il gère ça pratiquement au jour le jour. Il n'a pas un programme de gestion. Si vous demandez à un promoteur de PME au Cameroun quel est le cycle de vie de son entreprise, si on pose cette question-là, vous allez voir que la plupart des chefs d'entreprise ne pourront pas vous répondre. Donc, il y en a qui ne savent même pas qu'il y a un cycle de vie d'une entreprise. Il y en a qui ne savent pas qu'une entreprise a des règles élémentaires de gestion. Par exemple, cette affaire, l'exemple qu'on donne, moi je dis cet exemple est malheureux de dire que dans 3 mois j'aurais dû être payé, ainsi de suite. Ça, c'est des risques qu'on prend dans une entreprise et qu'on peut essayer de gérer dans le terme. La plupart des entreprises camerounaises, des PME, c'est des... Vous allez vous faire étrangler par les chefs d'entreprise qui sont sur le plateau. Roger, je suis désolé. Attends, je finis, je vais vous laisser parler. Non, vous allez continuer, mais c'est juste apporter un petit détail. Si l'entreprise à laquelle vous vous adressez fait comme on fait au ministère des Finances, on vous dit voilà, vous allez être payé dans 90 jours, vous prenez des dispositions en sachant que vous serez payé dans 90 jours. Mais je vous mets au défi, Roger Betala, de me présenter 5 entreprises. Mais quand je dis 5, c'est-à-dire les multinationales les plus connues, 5 qui le respectent. Il n'y en a pas. Et ce que je vous dis,
c'est pas parce que ça me concerne. Aujourd'hui, j'ai des factures. Alors, je peux vous poser une question. J'ai des factures qui datent de 2 ans. 2 ans. Voyez-vous? Et parfois, dans ces entreprises, les PCA sont des membres du gouvernement. Je peux vous poser une question. Oui, allez-y. Est-ce que vous avez remarqué dans la plupart des PME qu'il n'y a pas de provision pour risque? Vous connaissez le nom? Vous pouvez me citer 2 entreprises PME qui ont cette rubrique provision pour risque? Non, même pas d'état financier. Vous avez alors, lorsque vous n'avez pas déjà cela, c'est très compliqué. C'est important parce qu'il faut de la visibilité sur tout ce que l'on fait. Lorsqu'on a des petites et moyennes entreprises, il faut qu'elles soient connues. Parce que si on les connaît, on peut savoir là où elles sont, on peut savoir quels risques on peut prendre. Et elles peuvent également, à partir de cette vitrine-là, pouvoir attirer des fonds comme ceux de la banque des PME, parce que j'ai dit le directeur du crédit s'y assiste à ce genre de forum, je suis sûr qu'il partira là-bas. Lorsqu'il va voir quelques enseignes, il va se dire que je crois qu'il y a de la crédibilité à tel ou tel endroit. Alors, lorsque vous arrivez, il ne vous connaît pas, c'est plus compliqué parce qu'il faut déjà qu'il fasse déjà une étude de votre cas. Et alors, il n'y a pas que la banque des PME, le gouvernement a mobilisé de nombreux instruments ces derniers mois et ces dernières années, notamment le centre de formalité de création des entreprises qui, en principe, doit créer en 72 des entreprises. Sur son site internet, ils affichent 20 000 entreprises déjà créées depuis 2012. Il y a l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises qui est censée donc favoriser cette migration des entreprises du secteur informel. Il y en a beaucoup, 70% vers le secteur formel. Il y a ces incubateurs d'entreprises qui doivent justement renforcer les capacités des managers. Et puis il y a le crédit bail aussi, Roger Betala, qui est innovant quand même comme instrument. Bon, en fait, c'est innovant pour les uns et les autres, mais c'est une fonction dans le système de financement qui est aussi vieille que les banques. C'est-à-dire qu'on finance directement l'investissement que tu as et puis ceux qui te financent te suivent dans dans l'exploitation de l'outil que tu as décidé d'avoir à travers ce type de financement-là. Et je crois que quelques informations que nous avons pu glaner au niveau du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qui gère ce système-là, beaucoup de structures nationales au niveau des paiements ont déjà pu se faire financer à travers ce crédit bail-là. Donc crédit bail plus banque des PME, plus peut-être autre chose plus tard. Plus également au dispositif la bourse de sous-traitance. Voilà. Et qui, a priori, devrait permettre aux entreprises, aux PME camerounaises de capter 30% au moins des marchés, des projets structurants. Alors, avant de revenir sur l'environnement des affaires, je vous propose une illustration de voir comment un secteur national est mis à mal par l'environnement où prospère notamment la contrebande. C'est la filière des huiles végétales raffinées qui broie du noir. On parle de 50 000 emplois menacés à cause notamment du contre-choc de cette contrebande ou encore des importations frauduleuses ou tout simplement de la non-protection du Made in Cameroun. C'est le deuxième zooming sur l'actu. Martine Welning. Voici une image témoin de ce que nos supermarchés offrent en huile végétale actuellement. Les marques en avant sont toutes camerounaises, mais la majorité d'entre nous l'ignorent. Les huiles importées ont visiblement perdu du terrain. C'est le résultat d'un tour de vis supplémentaire aux portes d'entrée sur notre territoire. Ces derniers temps, cette filière a subi des assauts, on n'est pas fort, des huiles végétales importées en direction du Cameroun, en totale violation de la réglementation en vigueur. Et cette violation a créé une situation de mévente totale au niveau de l'industrie de l'affinage et des savonneries. Cette mévente s'est répercutée au niveau des agro-industries. Près de 50 000 personnes, c'est ce qu'emploie la filière camerounaise de production et de transformation des oléagineux. Mais au-delà du gagne-pain qu'elle procure à tant de monde, il y a également qu'on commençait à être dépassé par le poids des stocks made in Cameroun. Ceux-ci pouvant difficilement concurrencer les produits souvent vendus 2 à 300 francs moins chers. La filière subit donc une concurrence déloyale de ces huiles qui sont vendues en dessous du marché.
Les hautes institutions du Premier ministre ont même ciblé les huiles qui font problème. Les huiles qui doivent sortir actuellement du circuit, qui ont été nommément citées dans les hautes institutions pour comprendre qu'il y a des débats là-dessus. L'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, ASROC, a donné un point de presse le 29 juillet dernier à Yaoundé. Tout ce qui précède a été redit aux ondes de médias, mais plus encore, consommer camerounais n'est pas qu'une question de repli identitaire. Cette filière a l'avantage d'aller dans le sens voulu par le gouvernement, notamment le chef de l'État, qui a dit produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Et il a encouragé la transformation des produits d'origine locale. Ça veut dire quoi? Quand vous regardez la filière, elle a la chance de transformer les matières premières locales. Actuellement, les entreprises locales, je peux vous dire, enrichissent leurs huiles à la vitamine. Elles sont toutes prêtes à jouer le jeu. Et ces consommateurs, nous n'ont pas de souci à nous faire là-dessus. De quoi redonner ses lettres de noblesse au label Cameroun en matière d'huile végétale. Il a trop longtemps souffert de ce manque de visibilité, la différence pour le consommateur se faisant trop souvent à la qualité de la publicité sur les unes et les autres. Gros budget plus bien ficelé pour ce qui vient d'ailleurs, utilisation des moyens de bord pour ce qui est fait chez nous. Président Nanapayon, c'est une illustration de l'environnement extrêmement difficile dont vous parliez pour l'émergence de PME camerounaises. Là, ce n'est pas l'argent qui manque, c'est l'environnement qui ne permet pas de s'exprimer. Alors, parlons de cet environnement difficile, fait de contrebande, de commerce illicite, de contrefaçon, de tracasserie administrative, de corruption et autres. Je ne sais pas quoi dire, Aimé Robert. Je me suis retiré partiellement du livre. Parce que même quand on en arrive à trouver des livres qui sont des faux livres et qui sont vendus devant tout le monde et qui sont dans les cartables de nos enfants, dont on ne peut pas contrôler la viabilité, on connaît les fabricants. Ces fabricants sont des clients des éditeurs ou des distributeurs agréés, mais dont ils ne distribuent pas les livres qu'ils ont pris chez ces distributeurs parce qu'ils ont acheté des stocks ou bien ils ont, dans une imprimerie éloignée, fabriqué, parfois très loin du Cameroun, fabriqué des livres scolaires. Donc il y a cette question de mentalité, la question de la gouvernance, etc. Mais pour revenir à la PME, la plupart des banques et des microfinances, parfois se sont découragées simplement parce que les individus ne sont pas sérieux. C'est-à-dire que les gens vous présentent des situations très enviables pour solliciter ce qu'elles attendent de vous, mais lorsque vous avez fait le pas, vous vous rendez compte que c'était de la fémania des temps modernes, simplement parce que nous avons une question, c'est une question de mentalité. Et quand j'ai entendu M. Ba dire qu'il y avait ce renforcement de capacité, je voudrais souhaiter que ça aille au-delà même de former les gens à bien gérer, mais qu'on rattrape ce qu'on n'a pas pu faire en famille ou à l'école. Disposer des armements moraux. Oui, parce que franchement, ça tue les bons. Moi, je suis une victime du FOGAP. Tout à l'heure, quand vous parliez du FOGAP, j'avais la chair de poule. J'en suis une victime. Et je peux vous assurer que c'est parce que il se trouve que certains ont pris beaucoup d'argent. Ils n'ont pas remboursé. Ils n'ont pas et ils ont pris avec la complicité de ceux qui étaient là pour les contrôler. Ils se sont enfuis. Et quand même ceux qui étaient prêts et apportaient des projets de grande qualité pour le développement arrivaient, le risque doublait parce qu'on se demandait s'ils étaient vraiment... Ce n'était pas la suite de du feuilleton qui était précédent. Et tous n'ont pas rendu gorge, malheureusement. Mais c'est une autre affaire. Alors, sur le renforcement des capacités des managériales, il y a une enquête de l'INS qui n'est pas réjouissante. Elle parle de 42% de chefs d'entreprise qui ont le CP
comme diplôme maximum. Ouais, justement, ce qui justifie largement la politique d'accompagnement. Il faudrait un peu qu'on s'appesantisse 2 minutes sur cette politique d'accompagnement. L'État, avec la Banque anglaise des PME, va mettre en perspective, c'est le cas de le dire, toute la galaxie de cette politique-là. De quelle manière? Vous avez au centre de cet astre-là la Banque anglaise des PME qui s'occupe des financements. Et autour de cette Banque anglaise des PME vont graviter d'autres astres qui vont aider les PME à être structurées. Je commence par la base, les centres de formation et de création des entreprises. C'est-à-dire aider les entreprises, les PME à savoir ce qu'il faut faire pour être créé. Vous remontez d'un niveau, vous avez les centres de gestion agréés. Savoir comment on monte un dossier administratif, comment on monte un dossier fiscal. La bourse de sous-traitance et de partenariat, mettre en liaison les fournisseurs avec les PME parce que ce sont surtout des sous-traitants. Vous avez au-dessus le bureau de mise à niveau pour ce qui est des petites et moyennes entreprises. La partie qualité, parce que nous sommes passés à l'ère de l'APE. Il faut se mettre aux normes européennes. La Nord est là pour apporter ce plus. Et vous avez à la fin des fins l'agence de promotion des PME. Quel est son rôle? C'est la première fois que dans une loi, l'État utilise des termes du privé. Outils de gestion, indicateurs de performance, tableaux de bord de pilotage, reporting. L'État n'avait jamais dit ça dans une loi. Ça veut dire que la PME, avec la plateforme que la Banque anglaise des PME est en train de vouloir signer avec cet organisme-là, nous allons faire en sorte que l'accompagnement ait 3 volets. D'abord, la structuration de la gestion, pour que dans toutes nos PME, il y ait un minimum de bilan simplifié, de compte de résultats simplifiés, de fiches de stock, de fiches de trésorerie, c'est-à-dire le B.A.B.A. de ce que c'est qu'une entreprise. Deuxième volet de cet accompagnement, c'est l'accompagnement, j'allais dire, informationnel. Vous savez qu'il y a un aléa de l'information entre les PME et les banques. On connaît les banques, mais on ne connaît pas les PME. Donc, à partir de cet accompagnement-là, on va faire en sorte que l'on puisse savoir quelle PME on a en face, ce qu'elle fait réellement, qui sont les promoteurs qui sont derrière. Troisième élément, et ça, et non des moindres pour l'accompagnement, c'est le volet technologique. Nous allons faire dans les produits que la BCPM met en place, ce qu'on appelle les crédits documentaires, les remises documentaires. Ça veut dire que nos PME pourront désormais faire du commerce extérieur avec des fournisseurs étrangers. Comment voulez-vous qu'un fournisseur étranger travaille avec vous quand il ne sait même pas qui vous êtes? Aucune de nos PME n'a un site digne de ce nom. Toutes nos PME ont des extensions au niveau de leur email yahoo.fr. Le but, c'est de faire en sorte que l'antique étant là, toutes nos PME aient une extension .cm et que désormais sur chaque PME financée par la Banque anglaise des PME, qu'on ait un site internet qui présente les produits, les services, la localisation, le promoteur, pour qu'enfin de ce pays-ci ait des entreprises qui aient une vitrine et qui montrent la face on les aide à financer cette création de... C'est le rôle de l'agence de promotion des PME, justement. Okay. C'est pour ça que la plateforme avec la Banque anglaise des PME, c'est pour ça que je disais, et retenons bien ce mot, galaxie de l'accompagnement. C'est la galaxie, vous avez un astre au milieu, c'est la Banque anglaise des PME. Autour de ce il y a des satellites qui gravitent autour. C'est cet axe-là qui fait la plus-value de cette banque par rapport à ce qui a existé avant. Christophe, c'était un bon point là quand même. On a souvent reproché cet émiettement, des structures. Si pour une fois le gouvernement met en place une unicité pour favoriser l'émergence des PME, si ça fonctionne, mais ça devrait fonctionner. Mais je dois vous dire que M2CG SAL, qui est la société qui produit Canara, a été créée en 48 heures, ici à côté de la maison de la radio. Donc ce n'est pas une fiction. Non, c'est pas une vue de, le centre de formation des entreprises. Une vue de l'esprit. Le problème, me semble-t-il, c'est que les autres acteurs importants de l'environnement doivent être conscients de ce que on a quand même des entreprises, des jeunes entreprises, des PME qui sont créées. Parce que pour vous raconter l'histoire de l'entreprise qui produit Canara, par exemple, au bout de 2 mois après la création de Canara, on avait un redressement fiscal. Parce que le centre divisionnaire des impôts numéro 10 se disait que nous étions une imprimerie. Nous n'avions même pas encore des locaux. Nous faisions le journal expérimental dans, j'allais dire, dans mon salon. Et ils ont fait la visite. Ils nous avaient redressé à quelques millions. Et vous savez que face au fisc, vous déclarez, vous payez ou alors on scelle. Si vous étiez passé par un CGA, vous n'aurez certainement pas eu ce genre de problème. Parce que le rôle des centres de gestion agréés, c'est justement de conseiller les PME dans tout le volet administratif et fiscal. Alors, disons que ce que nous avons appris, c'est qu'à partir du moment où nous avions déjà la patente, on devrait faire des déclarations. On n'avions pas encore d'activité. On avait créé l'entreprise avec tout le volet. Le chef plateau me fait des grands signes. Je voulais poser une dernière question à Roger Vetala. Je crains qu'on n'ait pas le temps de la poser sur ce que les économistes appellent le fait qu'on importe massivement. Le Made in Cameroun, nous consommons très peu camerounais. Ni ce que nous mangeons, ni les biens et services, tout est importé. Il y a des économistes, dont Dieudonné Somba, qui aiment beaucoup le thème de verrou de la contrepartie extérieure. Disent qu'on est dans un cercle vicieux parce que en fait, même si les PME sont prospères, à la fin, tous les devises vont à l'étranger. Bon, en fait, c'est une façon de voir. Si les PME deviennent prospères, ça va
améliorer sûrement notre balance commerciale, parce que lorsque vous voyez la structure de la balance commerciale camerounaise, elle est excessivement déficitaire. Et la plupart des produits que nous importons, c'est des produits qui sont fabriqués par les PME dans d'autres pays. Et je dis, si nous avons un tissu de PME qui est devenu compétitif et compétent, qui peut produire du made du Cameroun, et que nous consommions. C'est ça l'autre enjeu. En fait, nous sommes dans une économie de marché, nous ne pouvons consommer que si c'est de la bonne qualité. Moi, je ne veux pas imposer de consommer camerounais même si c'est mauvais, mais je dis qu'il faut consommer camerounais quand c'est bien fait. Et si les PME sont véritablement efficaces, ils vont faire du camerounais bien fait. Merci Aurélie, il ne me reste plus qu'à remercier nos invités du soir, Marius Baha, Ferdinand Nanapayon, Roger Betala, Christophe Biokono. Remercier toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. La presse quitte la scène. Bonsoir.